Je voulais sortir cette vidéo pour Halloween, mais j'ai pas pu parce que je suis tombé malade, j'ai eu plein d'autres problèmes, mais faites genre que j'ai réussi, d'accord? Merci, vous êtes gentils. Bonjour à toutes et à tous, ici Lamek Moderne. Pour cette fois, dans cette période autour de Halloween, la Toussaint, machin tout ça, je vais briser les traditions, je ne vais rien aborder d'horrifique, je vais parler plutôt d'une bande dessinée que j'aime vraiment bien, qui s'appelle Diesel Allumage par Tyson Hesse. Connu chez les geeks pour son travail dans la franchise Sonic le Hérisson, notamment les comics, la cinématique de Sonic Mania et les courts-métrages Sonic Mania Adventures, Tyson Hesse est un illustrateur de talent avec un style graphique vif et plaisant qu'il met au service de Diesel, une œuvre qui lui est personnelle, ayant débuté dans le format webcomic, avant d'ensuite passer au livre physique avec Diesel Allumage. C'est une aventure fun et épique mélangeant magie et technologie, où des robots côtoient des hommes-oiseaux dans un monde aérien où vaisseaux volants sont courants et où la vie se déroule au-dessus des nuages, avec quelques accents victoriens, un peu steampunk même. L'héroïne est très attachante, l'univers est intéressant et les dessins sont tout bonnement splendides, à mi-chemin entre le cartoon du samedi matin et le manga Neketsu Shonen. Franchement, je pense que c'est un très bon exemple encore d'hybridation des cultures qui permet de... Oula, mais c'est quoi cette nuit américaine là ? Ouya, mais c'est quoi ces conneries là? Pourquoi est-ce que le long métrage Disney de 2004, La Ferme se rebelle, essaye d'attenter à ma personne? Je ne vois pas du tout ce que... Attends une minute... Shaitan, Shaitan, Shaitan! Sors de cette maison! Sors de cette maison, je te dis! Sors de cette maison! Mais oui! C'est bien sûr, je me souviens, Alors, sérieusement, vous habituez pas à ce que je fasse des intrigues à suivre et des fils narratifs dans mes chroniques de style commentaires et critiques de pop culture, hein. J'aime rarement ça dans les vidéos des autres et je compte pas vous faire subir ça maintenant de sitôt. Voilà, c'est dit. Oh non, et mon livre là, mais t'as fait quoi là? Oh mais non, mais vas-y là! Bon bah bienvenue dans Pourquoi ça existe, la rubrique de mes chroniques consacrée aux curiosités insolites, voire même effarantes de la pop culture. Et on va parler d'un autre Diesel qui est aussi une BD américaine d'inspiration manga. C'est juste que c'est pas tellement inspiré, c'est plus une adaptation libre et sans autorisation de l'auteur d'un manga très connu. On m'a souvent demandé si un jour j'allais parler de JoJo's Bizarre Adventure, un monument sacré du manga. Eh ben à la place je parlais de Diesel tome 1. Vous allez voir, c'est... presque pareil. Bon, donc a priori, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous vous y connaissez déjà un minimum en JoJo's Bizarre Adventure, donc a priori, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Le truc, c'est que comme je parle pas que de manga dans ma chaîne, ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de néophytes en la matière qui me suivent, donc a priori, je devrais expliquer ce que c'est, en tant que bon tonton ermite pédagogue, mais... la flemme! Oh, c'est trop long d'expliquer Jojo, j'ai pas la foi. Cherchez par vous-même, oh, je suis pas votre mère là. Zut! Ok, non, c'est pas cool de faire ça, faut partager la culture avec les gens, qu'est-ce que je peux faire? Je sais. Invocation d'un autre vidéaste pour faire le taf à ma place au Jutsu! Laisse-moi m'en charger, Hermite. Yo, c'est Haru de la chaîne Manga Sky, et aujourd'hui je vais vous résumer en moins de 4 minutes ce qu'est JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure est un manga qui a débuté lors de la deuxième moitié des années 80 dans le bien connu Weekly Shonen Jump, magazine où naquit 2 ans plus tôt un certain Dragon Ball. On le doit à l'illustre Hirohiko Araki qui allait, avec ce manga, signer son œuvre la plus emblématique. Et c'est peu dire. Apparu et développé comme un véritable ovni dans le monde du manga, celui-ci va rapidement devenir un incontournable au même titre que Dragon Ball, et va, comme lui, grandement influencer les shonen neketsu à venir, et même le manga et la pop culture japonaise dans son ensemble. Jojo nous raconte la grande histoire de la famille Joestar, qui commence par l'adoption de Dio Brando, un gamin taré et un peu sociopathe sur les bords, par George Joestar, un noble anglais. Celui-ci, voulant absolument récupérer l'héritage de la famille, va tout faire pour détruire l'héritier Jonathan, surnommé Jojo. De violentes disputes entre frères, Dio va finir par devenir un vampire, tandis que Jonathan va apprendre à contrôler le Hamon, un pouvoir capable de détruire les vampires. Cependant, ce combat fratricide ne sera que le début d'une lutte de la famille Joestar contre de nombreux ennemis sur plusieurs générations. Parce que l'une des caractéristiques de JoJo's Bizarre Adventure est d'être découpé en plusieurs parties, nous faisant à chaque fois suivre un membre de la famille Joestar, ou des personnes qui leur sont liées.
Le manga a cela d'unique qu'à chaque nouvel arc, il va radicalement changer de style, autant en termes de genre, de lieu et même de dessin, qui aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était initialement. On peut passer d'une histoire de guerre fratricide avec des bodybuilders qu'on croirait sortir de Kutonoken qui se déroule en Angleterre, à un road trip épisodique type Saint Seiya se faisant du Japon à l'Égypte, pour ensuite revenir à un slice of life dans une petite ville japonaise, et après repartir dans une histoire de mafia directement en Italie. Mais JoJo, c'est aussi des personnages aussi emblématiques qu'iconiques, ayant des styles et des aptitudes au combat à chaque fois uniques. On peut compter parmi eux les cultissimes Yoshikage Kira, car c'est ses hommes du pilier, ou même le premier antagoniste parmi tous, Dio Blando, qui sera la source d'inspiration première d'Hisoka. Cependant, JoJo, c'est également une réinvention constante. Son auteur Hirohiko Araki a compris que s'il n'a pas envie de rester emprisonné dans quelque chose qu'il a créé, il a juste à le briser et inventer autre chose. L'exemple le plus significatif reste les stands à la partie 3, Stardust Crusaders. Stardust Crusaders est souvent considérée comme la partie la plus importante de JoJo. Elle nous raconte le voyage de Jotaro Kujo, notre JoJo de la partie, un lycéen aussi bodybuildé que son aïeul Jonathan, accompagné de tout un groupe de bodybuilders qui vont partir à la recherche de Dio Brando. Celui-ci enverra plusieurs de ses soldats combattre le groupe des héros, chacun muni d'un stand. Et s'il y a un truc de véritablement iconique dans JoJo, c'est les stands, des incarnations des esprits des combattants qui leur offrent des pouvoirs uniques, parfois tout pourris, parfois beaucoup trop cheatés, mais que chacun des personnages va devoir à chaque fois utiliser au mieux pour battre son adversaire. A partir de là, la victoire ne reviendra plus au personnage qui a le pouvoir le plus puissant, mais à celui qui l'utilisera de la manière la plus pertinente, ce qui inspirera plusieurs mangas qui reposeront sur ce même principe, comme par hasard, Hunter x Hunter. Que voulez-vous, Togashi sait s'inspirer des bonnes choses? Mais on retrouve aussi de ça dans de nombreux shonen, de Naruto avec ses combats tactiques à Shaman King avec ses Oversoul, en passant par Yu-Gi-Oh où les monstres finissent presque par devenir des espèces de stands. Même dans des jeux vidéo, on peut retrouver des traces de JoJo, là où certains jeux s'inspireront de facultés et de design originaires du manga, comme à tout hasard Street Fighter, King of Fighters ou Castlevania, d'autres réutiliseront le principe des stands, comme la saga de RPG Persona. Bah oui, entre les stands et les personnages, il n'y a qu'un pas à franchir. En conclusion, JoJo c'est un manga tout aussi génial qu'important, auquel tout fan de manga doit un jour s'essayer. Il n'est pas forcément facile de rentrer dedans immédiatement, mais une fois fait, cela devient une expérience aussi dingue que jouissive. Si vous avez un peu de mal avec le manga, essayez-vous à l'anime qui est bien plus accessible, mais essayez quand même de lire le manga un jour. Et regardez les OAV sortis dans les années 90, ils sont vachement bons. Ah, ça va puer la clope froide maintenant, faut que j'ouvre la fenêtre. Avant de reprendre la vidéo, un énorme merci à Haru de la chaîne Manga Sky pour son explication. Je vous invite à vous abonner en masse à sa chaîne YouTube, il fait des critiques manga rapides mais bien renseignées avec son émission Manga Ground et aborde des sujets plus en profondeur avec l'émission Manga Sky. Il parle de mangas connus, de pépites cachées, de sujets liés à l'industrie. C'est intéressant et ça mérite le coup d'œil à découvrir. Voilà, vous savez ce que c'est JoJo, maintenant qu'on a parlé d'une œuvre influente, parlons maintenant de l'œuvre influée. Diesel est un comic book de Joe... on va dire Weltien. Disons ça, Joe Weltien, un comic de Joe Weltien édité en 1997 chez Antarctic Press Comics. Antarctic Press est une maison d'édition indépendante née à l'état du Texas aux États-Unis dans les années 80. Ils ont d'abord été remarqués pour Mangazine, qui était, comme son nom l'indique, un magazine parlant de l'actualité manga, mais aussi animé et sentai, tout en publiant des BD courtes d'inspiration manga. Si en France on a des mangas français, ou Manfra, ou Franga, ou autres néologismes pas très gracieux qu'on utilise très rarement en conversation, eh bien aux États-Unis ils ont ce qu'on appelle des OEL manga, ou Original English Language manga, manga originalement en langue anglaise. On était à 2 doigts de Ameri-manga, mais a priori ça ne s'est pas fait. Dieu merci diront certains. La maison d'édition Antarctic Press n'a apparemment pas publié de manga japonais, mais fort de son expérience avec Mangazine, elle créa et publia vers les années fin 80, début 90, des séries de bandes dessinées maison, grandement inspirées par le style manga. Parmi les plus connus et vendus, on a la saga d'aventure des Gold Diggers, la série des Ninja High School, ainsi que Non Warrior Arelala, une nonne guerrière sexy qui aurait pu devenir un cartoon d'action style animé, à en croire l'existence d'un pilote, mais ça ne s'est pas fait. Mais à la place, on aura une série live originale Netflix qui a été tournée cette année, en attendant Cowboy Bebop. Ils ont aussi édité des tonnes de bouquins sur comment dessiner un manga créé par leurs artistes maison. Digression à part, si je vous fais cette brève histoire de Antarctic Press, pour vous faire comprendre que tous ceux qui ont travaillé ou travaillent dans cette maison d'édition ont à un moment bien baigné dans la culture manga et animé old school. C'est donc dans cet environnement-là que Diesel est né. D'ailleurs, Joe Weltien, l'auteur même
même de ce comics est devenu rédacteur en chef pour Antarctic Press. Le gars occupe un des plus gros postes de la boîte et il a bien dû rouler sa bosse dans la communauté des manga fans. Le truc, c'est que, officiellement, JoJo's Bizarre Adventure ne s'est fait connaître aux États-Unis qu'à partir de 2003 jusqu'en 2005, avec la publication des OAV adaptant la troisième partie du manga, Stardust Crusaders. Ainsi, comment Joel Tien a pu connaître JoJo dans le milieu des années 90, bien avant la grande époque des fansubs internet? Eh bien, il faut savoir que les OAV de JoJo existaient déjà depuis 1993, 10 ans avant la sortie américaine. D'ailleurs, fait étrange, à l'époque, la deuxième partie de Stardust Crusaders, à partir du moment où Jotaro et sa team débarquent en Égypte, ont été adaptés en premier en 6 épisodes. Puis c'est qu'à partir de 2000 à 2002 qu'on a eu 7 épisodes résumant toute la première partie de Stardust Crusaders, quand la troupe est passée par Hong Kong, Singapour, l'Inde, le Pakistan et tout ça. Ouais, on a eu la fin de l'animé en premier à l'époque. Ouais, j'ai pas compris non plus, c'est bien que la nouvelle version pour la télé en 2014 ait pu remettre de l'ordre dans tout ça. Tout ça pour dire que l'ami Jo devait être bien joyeuse devant Jojo. Quand on sait à quel point cette œuvre peut être impactante dans l'imagination des personnes qui la regardent ou la lisent, eh bien, imaginez ce que ça a dû faire dans le cerveau d'un jeune artiste super fan de manga dans les années 90 qui a découvert cette création monumentale bien avant ses compatriotes à l'époque. Certainement le jeune Jo a voulu rendre son hommage, mais est-ce juste un hommage? Est-ce juste de l'inspiration? Est-ce qu'en fait ce n'est pas allé un peu trop loin? Donc voilà, maintenant qu'on a apporté des débuts d'explication, qu'on a bien posé le contexte de la création de ce truc, machin, tout ça, bon bah c'est parti pour lire le comic, hein, parce que lui en face là, il a l'air de s'impatienter un peu. Ouais, alors on va commencer par le commencement, hein. La couverture. Effectivement, quand je vois le personnage au centre, nommé Meta Hammer, assez classe comme nom, il rappelle beaucoup le stand Star Platinum de JoJo Stardust Crusader. Mais pour être honnête, on dirait plus que Star Platinum a eu un enfant avec Hulk, que cet enfant a eu son propre rejeton avec Lobo, et que ça a fait ce malabar bleu. Si, vous savez Lobo, là, c'était l'espèce de chasseur de primes motard, je sais plus quoi, là, qui était dark et violent, il était dans le monde de Superman, c'était la réponse de DC Comics au Wolverine de Marvel. Il était vachement populaire dans les années 90, mais bon, hein, les comics de cette décennie, tout le monde était soit trop dark, soit trop violent, soit trop musclé, soit trop un clone de Wolverine. Des fois les 4 en même temps. Ok, double page pour établir le cadre de l'action. Un manoir somptueux. J'aime bien la statue au milieu de la fontaine, là, qui ouvre la gueule d'un homme loup, un manu, genre hey, j'ai besoin de vérifier vos amygdales, dites à... On va péter la gueule à du gros richou, je suis partant, let's go. Donc là, on a la salle à manger du grand méchant qui dîne sur une table de réception de 15 km tout seul. Je suis seul au monde. Et là, vous noterez un gros point bleu qui fait un trou dans le mur pour taper derrière la tête d'un type, puis un autre coup qui défonce la porte avec les débris touchant latéralement un autre type. Résultat, ils tombent tous les deux sur le mur en saignant du dos. Bon alors ça correspond pas du tout avec l'impact des coups et la direction des attaques, mais on va dire que on est charitable. La BD c'est un art séquentiel, où il se passe aussi des choses entre les cases. Par contre, excusez-moi, mais le gros fantôme costaud bleu derrière un mec musclé et stoïque, la main dans la poche... Personnage original, ne pas voler s'il vous plaît. Ouais, l'influence est pas très bien maquillée, on va dire. Bon alors, l'ennemi à abattre, a priori, c'est ce monsieur Gotha ou Gotha. Comme je suis mesquin, on va l'appeler Padio. En fait, le début, c'est un flash forward, le contraire d'un flashback donc, parce que du coup, ça nous ramène 3 mois avant, où Padio parle avec ce mec chauve, Evans, qui a l'air d'en savoir long sur le méchant. Mais ça, c'est si t'arrives à lire les lettres blanches dans des bulles transparentes. Peut-être que le mec, il était vachement fier de ses décors, tu vois, il voulait pas que ça soit entaché par des trucs secondaires comme les dialogues qui racontent l'histoire. C'est une technique, hein. Evan se fait salement trancher en deux, et là, on est transporté en Angleterre pour suivre le héros principal qui revient de voyage. Je trouve perso que commencer avec un flash forward, c'est un peu une pratique à double tranchant. D'un côté, ça t'aguiche, tu vois, ça te fait du teasing à coup de « oh là là, restez bien jusqu'au bout de l'histoire, il va se passer un truc de dingue !» Et quand c'est bien fait, oui, ça peut être intriguant, l'histoire devient comme un genre de puzzle que tu peux coller toi-même au fur et à mesure du visionnage. Quand t'es vraiment à fond, t'es genre « qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Je me
me le demande, menons l'enquête. Mais malheureusement, c'est un peu un aveu de faiblesse du scénariste qui est pas sûr que le début et le milieu de l'histoire soient assez intéressants en soi. Et du coup, tu peux te retrouver piégé dans un récit sans intérêt, en mode oh là là, ça a intérêt à payer au final parce que sinon j'aurais perdu mon temps. Vous voyez, je pense qu'une histoire doit commencer à son début, pas quand elle devient intéressante. Le pire, c'est que si jamais l'histoire se fait annuler en cours de route et que la fin épique promise se retrouve perdue à tout jamais, ben tu te sens bien floué quoi. D'ailleurs, ça fait combien de tomes ton truc là? Un tome. Oh, Nick. Donc là, on suit le héros, Thomas Diesel, qui rentre de voyage pour rejoindre son ami May. Mais il tombe sur un mec qui l'attaque avec de l'électricité. Et c'est à ce moment-là que le comic se casse la gueule de façon totalement irrémédiable et expose sa supercherie à tous. Et là, du coup, t'as le mec électrique qui crie à Thomas « Je sens que tu es un manieur de stand !» Voilà, c'est mort. Là, tu vois, le comic, il prend tout le bénéfice du doute que tu pouvais lui accorder, et il le jette dans un volcan. Parce qu'en étant très gentil, tu pouvais te dire, bon, ouais, d'accord, l'inspiration est évidente, mais c'est pas non plus de la pure copie, ça va, mais là, il utilise très clairement le mot stand. T'avais 36 000 termes alternatifs utilisés, je sais pas, esprit de combat, gardien, projection astrale, pim pam poum, manger mes loukoum, je sais pas. On dirait deux écoliers, t'as le premier qui lui dit, ok, je te laisse copier mon devoir, mais change des mots pour pas qu'on te gaule, et l'autre lui répond, à partir de ce moment-là, le comic devient un grand jeu de est-ce que c'est une référence à Jojo? Tu retrouves des phrases parfois cultes que t'as déjà lues ou entendues dans Stardust Crusaders, des répliques genre plus c'est simple, plus c'est puissant, ou alors ça doit être l'attaque d'un stand ennemi. シンプルなやつほど強い。敵スタンドの攻撃の可能性が高い。敵スタンドが À un moment, t'as une version mec musclé de l'unité 01 d'Evangelion, Evangelion, qui se met à étendre ses doigts comme des fils ou des câbles. Toute ressemblance avec Hierophant Green est bien sûr totalement fortuite. Puis tu as le fait que les dégâts d'un stand sur un autre stand se répercutent aussi sur son utilisateur. Mais ça, c'est une coïncidence aussi, je suppose. Purée, t'as même le seul gars noir avec un nom arabe de l'équipe qui a un stand qui balance du feu. Un peu comme Abdul avec Magician's Red, mais c'est un sketch en fait, c'est ça? Purée, mais t'es pas intelligent, Diesel! Vas-y, là, tu caches trop mal ton jeu! Petite pause en milieu de vidéo, j'espère que vous avez aimé la première moitié, je suis sûr que vous aimez encore plus la seconde moitié. Alors, deux petites annonces juste, je serai à la Art to Play à Nantes ce week-end, le 16 et 17 novembre. Venez nous voir là-bas, ça va être chouette, il y aura même Starry Sky, Michael J de Fermella, Mad Dog de la Chronique Facile et la team des Epic Pixel Battle. Il y aura aussi un concert le samedi à 18h30, ce sera super chouette, venez nous voir. Deuxième truc, j'ai fait un sondage il y a pas longtemps pour savoir si vous étiez intéressé par des mugs, eh bien je vais me lancer dans la création de mugs. C'est pas moi qui vais les faire directement, mais il y a une compagnie en partenariat avec Utip qui va faire des mugs à la demande à partir des designs que je propose. Et les designs seront faits par la dessinatrice Garance. Je suis très content de travailler avec elle, j'espère faire plein de produits dérivés sympathiques que vous allez apprécier, basés sur mon univers un peu. N'hésitez pas à me suivre donc sur Utip pour ne pas rater les annonces, et aussi abonnez-vous sur ma page Utip parce que ça vous permettra de faire la double sécurité. En plus de YouTube et de la cloche, et en allant sur Utip, vous êtes sûr et certain de jamais rater mes sorties vidéo. Voilà, et donc le pouce, l'abonnement, la cloche, le partage, le type, sinon je meurs, tout ça. Voilà, merci beaucoup, on peut reprendre la vidéo. A plus. Donc là, tu as May qui arrête le combat entre Thomas et Joseph. Pendant un court instant, tu as ces personnages dans un style comique semi-réaliste traditionnel qui se mettent à avoir des expressions faciales de manga comique super simplifiées. Et je parle pas des fois où Thomas Diesel alterne entre tête de héros shonen adolescent et un vieux action man. Ça fait un drôle de contraste, je trouve. Mon expression préférée, c'est Joseph qui fait la bouche en cul de poule. Ça me donne de la vie. Et c'est là qu'on rencontre le reste du gang de manieurs de stand, à savoir Alex Oliver, Azizi alias Pa Abdul et Jet Li, avec deux E au lieu d'un I, comme Bruce Lee. Vous n'avez pas honte?
Pardon? Et c'est là que tu te rends compte un peu quand même que heureusement que le mec est copié sur Jojo, parce que sinon tout est standard, sans charme, ni personnalité, ni identité stylistique frappante. Là où le design des personnages de Jojo sont inoubliables avec des poses, des carrures et des costumes impactants, iconiques et distinguables les uns des autres, tout le monde ici sont juste des gars vaguement musclés, sans rien de spécial, ou qui te sautent aux yeux, ou qui véhiculent leur personnalité, genre waouh, matez-moi ces t-shirts et ces jeans normaux. Splendide. Attention les gars, Jet Li a une veste en cuir en plus d'un t-shirt et d'un jean. Ça doit être le gros dur de la bande. En fait, le seul design qui se démarque, c'est Mei parce que elle a des afro-puffs et elle a un t-shirt avec un diable. Et c'est la seule fille du groupe. D'ailleurs, elle nous apprend que le mec chauve au début était son père et que sa mort la rend triste. Ouais, c'est rude, mais je vous connais pas, donc je m'en fous. Ensuite, il te parle d'un mec qui s'appelle Ryuo, le roi dragon. On le verra pour le tome 2, hein, c'est ça, ouais, ouais, ferme ta gueule. Et c'est là qu'on arrive enfin à notre premier vrai combat contre notre premier vrai adversaire. Et je vais vous étonner, mais c'est le moment le plus pathétique de cette déjà lamentable BD. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, tu as un combat sans merci entre nos héros et un tueur à gages. Ils utilisent leur stand pour éviter ces attaques fulgurantes et mortelles qui, c'est le combat contre Ndul. C'est une copie quasi identique du combat contre Ndul et son stand Geb. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Jojo ou vu les OAV ou la série, je vous explique. Dans la deuxième partie de la troisième histoire de Jojo, Stardust Crusaders, nos amis arrivent enfin en Égypte pour vaincre Dio, leur ennemi. C'est là qu'ils rencontrent un de ses plus redoutables manieurs de stand, Ndul. Son stand Gabe est une masse d'eau informe qu'il contrôle à distance avec précision. Bien qu'il soit aveugle, Ndul utilise son ouïe fine et sa canne pour repérer ses ennemis et attaquer avec Gabe. C'est un combat plein de tension et de suspense, un des plus intenses de cette partie du manga d'ailleurs. Nos héros sont au beau milieu du désert, ils n'ont aucun endroit pour se cacher ou pour masquer leur bruit de pas. Gabe peut s'infiltrer dans des gourdes ou se cacher dans le sable, nos héros utilisent des diversions sonores afin de faire en sorte que l'ennemi se trompe de cible. À un moment, t'as nos héros qui essayent de repérer le manieur de stand de loin en faisant en sorte de ne pas toucher pied sur le sol afin de ne pas se faire entendre. Mais t'as quand même des distinctions importantes dans Diesel, tu vois, par exemple, numéro 1, c'est pas un stand d'eau, c'est un stand de sang. Il fonctionne 100% pareil que dans le manga original, mais c'est rouge maintenant, donc c'est de pas voler, c'est original. Ensuite, deuxièmement... Non, y a pas de deuxièmement, c'est juste le même combat, mais en plus rapide, décousu et résumé. Parce que là, le mec, il essaye de résumer en 9 pages un combat qui faisait 5 chapitres d'environ 15 à 20 pages chacun. Et ça se sent. Joe Weltien reprend les grandes lignes du combat en version accélérée, le mystère de comment le stand se repère, la lutte pour retrouver l'emplacement du manieur, tout est résolu super vite et facilement. Alors ouais, la moitié de l'équipe plus le chien se font défoncer, mais c'est-à-dire que je connais pas ces gens en fait, donc je m'en fous. Au-delà de l'aspect copier-coller, le comic dans l'ensemble est trop dans le rush. En 23 pages, j'ai rien appris sur Thomas Diesel à part qu'il se bat bien avec un stand, qu'il est parti en voyage une fois et qu'il va un jour taper sur le méchant. Je suppose qu'il apprécie Mei et son père et qu'il veut se venger, mais je sais rien sur leur relation, quel genre d'épreuves ils ont connu ensemble, est-ce qu'ils sont un peu comme frères et sœurs, ou est-ce qu'ils sont amoureux, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, je sais que dalle en fait. Et je peux faire le même reproche à tous les autres personnages en fait, je veux dire, l'auteur est manifestement tellement préoccupé de faire des scènes de combat, de gore et montrer des stands cool, qu'il oublie totalement d'écrire une personnalité et des interactions à ses personnages, ce qui était justement un des trucs qui constituait le charme de Jojo. Et que les personnages soient creux autant sur le fond que sur la forme, c'est déjà rude, hein, on va pas se mentir, mais les stands, même les stands, ils sont tout tiédasses. Dans Jojo, les stands peuvent avoir des formes et des apparences super délirantes, excentriques, stylisées et surréalistes, et ils sont aussi étranges que les pouvoirs qu'ils renferment. Mais dans Diesel, qu'est-ce qu'on a ? On a Lobo Bleu, Gabe Rouge, Ninja Foudre, Ninja Roux, une Valkyrie de Macross, Lady Hermanoïde de Cobra, et bien sûr, Eve Angelion. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça ? C'est que le comic n'explique jamais c'est quoi un stand. Genre en fait, si t'as jamais lu Jojo de ta vie, tu comprends rien, t'es genre « Wesh, Khouyas, Mehli là, Kifesh, t'as des jeans qui te sortent de toi là. » Mais enfin, je parle pas arabe en fait, hein. Me parlez pas en arabe dans les commentaires, je vais rien comprendre. Bon on va s'arrêter là, hein, pour moi c'est fini. D'ailleurs vous remarquerez, ça c'est génial, la 4ème de couverture, t'as un sinogramme là, un kanji, qui est tout pété, avec des arêtes et de l'aliasing. Moi je trouve ça génial en fait, ça résume parfaitement bien l'ensemble de ce qu'on a vu. Ça essaye d'être un truc classe japonais, super cool et tout, mais en fait ça comprend pas bien c'est quoi qu'il y a de classe dedans, tu vois, ça se ratatine la gueule. Parce que déjà rien que le fait que ça soit un plagiat de Jojo,
c'est pas Jojo. Mais là, en fait, on dirait qu'il y a eu une compréhension très superficielle des qualités de l'œuvre originale. Comme si l'auteur n'avait pas eu l'occasion d'avoir une vraie vue d'ensemble sur la franchise Jojo. D'après un billet sur le subreddit Air to Best Man's Pay, l'utilisateur Redsuit déclare avoir posé une question concernant Diesel à une conférence tenue par l'éditeur Antarctic Press dans la convention d'anime manga Akon, au Texas. La question était « Comment ça a pu arriver ?» Le chef de bureau de Antarctic Press, Doug Glynn, aurait apporté une réponse simple. Joe Weltien aurait tout simplement découvert une copie pirate fansubée de l'OAV Jojo dans les années 90. Il aurait été tellement impressionné et sous le charme de cette OAV qu'il aurait cherché à importer Jojo en Amérique. Mais comme Antarctic Press n'était pas en mesure de localiser et publier un tel manga en Amérique, eh ben Joe a décidé de faire son propre Jojo. Soi-disant, il aimait tellement le concept de stand qu'il voulait partager cette passion avec le reste du monde. Ce que je vous ai raconté là, en fait, ça tient du purement hypothétique. J'ai vu aucun autre témoignage ailleurs recoupant celui-ci ou d'autres personnes qui ont visité la même convention ou la même conférence. J'ai pas vu non plus de déclaration officielle de Doug Glynn ou de quelqu'un d'autre de chez Antarctic Press répétant les mêmes propos dans un magazine, lors d'une interview, sur un site web ou quoi que ce soit. Mais pour moi, cette déclaration est non seulement plausible, mais aussi très crédible. Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. Eh bien, il faut savoir que les OAV de Jojo existaient déjà depuis 1993, 10 ans avant la sortie américaine. D'ailleurs, fait étrange, à l'époque, la deuxième partie de Stardust Crusaders, à partir du moment où Jotaro et sa team débarquent en Égypte, ont été adaptés en premier en 6 épisodes. Et comme par hasard, le premier épisode de l'OAV Jojo's Bizarre Adventure des années 90, où Jotaro et ses amis posent enfin pied en Égypte, eh bien, c'est le combat contre Ndoul et Geb. Si vous étiez vigilant, vous aurez remarqué que je vous ai montré pas mal d'extraits de cette version de l'histoire. Il faut savoir que dans l'OAV, Geb peut devenir une bulle concentrée qui, en explosant, projette une multitude de projectiles perçants dans tous les sens. Je suis sûr que cette attaque n'a jamais été faite par Geb dans le manga ou dans la version animée de 2014. Mais pourtant, le stand de sang dans Diesel fait exactement la même attaque. Et il faut savoir que le fansub existait déjà dans les années 80 et gagna en popularité dans les années 90 avec l'accès aux ordinateurs personnels et aux logiciels de sous-titrage. En récupérant les images dans un laserdisc japonais, en utilisant son ordi pour les sous-titrer et en gravant le tout sur une cassette VHS, on pouvait déjà avoir des animés piratés et traduits par des fans, passés sous le manteau, en convention, ou de club de fans à club de fans. Et il est facile d'imaginer que quelqu'un comme Joe Weltien, qui travaille dans une boîte de fans old school de manga et qui est au fait de l'actualité japonaise, sache comment se procurer une copie pirate. Ne serait-ce qu'au moins le premier épisode d'une série d'OAV obscure en Occident est sorti un peu dans le désordre. On pourrait même se demander si à l'époque il avait vu autre chose que le premier épisode de Jojo avant de se lancer sur Diesel. Mais bon, comme il n'y a jamais eu de suite pouvant potentiellement plagier d'autres idées d'autres épisodes, eh ben, on le saura jamais. Oh là là, c'est triste, hein. Si tout ça est vrai, ben, je peux légèrement sympathiser avec Joe Weltien, en tout cas je peux le comprendre un peu, tu vois, parce que moi, quand j'ai lu Jojo dans les années 2000, quand c'était dans les éditions J'ai lu, j'ai été tellement subjugué et stupéfait par ce manga que direct, j'ai créé un forum RPG consacré à cet univers. Ouais. Commente, like et partage si t'as connu les forums RPG manga. Jojo a le chic pour transformer le paysage de notre imagination à jamais. Pas étonnant que ça donne des fans un peu forceurs. C'est une œuvre évocatrice et puissante. Jojo, c'est tellement bizarre que ça en est génial. Et c'est tellement génial que tu te dis que tu aurais aimé avoir ce genre d'idée plus tôt. Mais c'est quand même pas une raison pour reprendre des concepts, des termes et des morceaux de scénario entiers pour ensuite dire que c'est toi qui l'as fait. En fait, ça donne juste l'impression que t'as aucune créativité, que t'as juste voulu profiter d'un succès étranger avant qu'il n'arrive en Occident. À aucun moment du comic, j'ai vu hommage à Jojo ou librement inspiré de Jojo. J'ose croire qu'après 20 ans, le mec il s'est assagi, il s'est amélioré, il s'est lancé entre-temps dans des projets bien plus cool et légitimes, et que s'il pouvait voyager dans le temps, eh ben il essaierait de corriger cette erreur de jugement. Mais nous aurons toujours un cas édifiant d'un jeune auteur qui, peut-être par excès de passion, mais aussi sûrement par opportunisme, a essayé de s'approprier une œuvre étrangère, d'y poser sa marque, de la revendre à ses compatriotes dans sa langue natale, et qui s'est fait prendre la main dans le sac. Ainsi, mon cher Diesel, je te donne la note
de 3 maths podcasts sur 5. De mieux en mieux. Viens à moi, All Star! Hey now. All Star! Éclate-lui sa bouche! Voilà qui est réglé. Diesel, tu as commis une grave erreur. Tu m'as vaguement contrarié. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que hop là, j'ai pu récupérer le tome de Diesel Allumage tel qu'il était avant. Ça, vous voyez, c'est un bon exemple de comic américain qui s'inspire de l'univers de l'animation japonaise et des mangas, mais pour créer quelque chose d'original qui a sa propre identité. Ah, Hermite, c'est bon, je suis prêt pour ton final là, pour ta vidéo. Hein, quoi? Non, Michael, désolé, non, mais on va pas faire en live, on n'a pas les moyens et ce serait trop moche, on est resté sur du dessin du coup. Tu peux rentrer chez toi. Quoi? Oh zut, j'ai acheté ce masque pour rien, moi. Il fait peur, j'en fais des cauchemars maintenant. Merci, hein. N'empêche, tout cela est fort étrange, voire même bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la ferme se rebelle qui apparaît de nulle part pour ensuite corrompre d'autres œuvres fictionnelles? Il me semble que moi-même, durant le combat, j'ai été touché par cette attaque d'énergie corruptrice. Ah, pardon, tu me disais? Non, j'étais en train de monologuer pour expliciter quelque chose que normalement les spectateurs auraient dû comprendre instinctivement avec les visuels, mais silence maintenant. Ok. Mais fort heureusement, je me balade constamment avec l'intégrale en Blu-ray de Lupin 3, la femme qui s'appelait Fujiko Mine, près de mon cœur afin de me protéger. D'ailleurs, je vous propose que pour la prochaine vidéo, nous parlions de Musashi Gundo, la voix du pistolet. Quoi? Non! Encore une fois, n'attendez pas de suite à cette intrigue, ce ne sera pas le sujet de la prochaine vidéo et ce ne sera peut-être même pas le prochain pourquoi ça existe, mais j'en parlerai un jour, c'est sûr, je sais juste pas quand. Voilà, merci, bisous. Giga merci à Garance qui a fourni les super dessins style Jojo pour cette vidéo. Je vous invite tous à visiter son compte Twitter Garros pour découvrir ses travaux d'illustration. Merci aussi à Michael J pour avoir joué dans cette vidéo et pour avoir fait les scènes avec les affiches flottantes maléfiques. Et bien sûr, merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Fire Tipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Ce fut dur de finir cette vidéo, entre la maladie et autres soucis, mais je suis heureux de l'avoir fait. Ce fut au final une belle expérience et j'espère que vous avez apprécié le visionnage. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles chroniques.